Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18 heures, jeudi 25 février. Bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, un nouvel imprévu pour les thermes d'Aix-les-Bains. Ils sont de nouveau dans l'attente pour poursuivre leur rénovation. La mairie et les propriétaires ont dû mettre en pause cette restauration après 1 an et demi de travail. On vous expliquera pourquoi. Et puis on remontera en station pour prendre le pouls du marché immobilier. Avec les restrictions de déplacement, il a pris une autre tournure pendant la crise sanitaire. Il attire une autre clientèle. On fera le point avec Emmanuel Jaude dans la vallée de l'Arve. Et on commence ce journal avec un permis de construire qui tarde à être délivré à Aix-les-Bains. Depuis 1 an et demi, la mairie et les 2 propriétaires des lieux souhaitent rénover les anciens thermes nationaux. Mais ce n'est pas gagné. Il reste encore une expertise à mener pour mesurer l'impact environnemental de ces travaux. Le point avec Lorena Bordiec. La rénovation des thermes est suspendue. Elle est en attente d'un état des lieux approfondi afin de vérifier que le projet est en adéquation avec les enjeux environnementaux actuels. La mairie, qui a acheté l'établissement il y a une dizaine d'années, prévoit de le réhabiliter. Ils veulent notamment construire 2 tours arborées ainsi que des surfaces commerciales, un restaurant et un grand parking en sous-sol. Aujourd'hui, l'étude d'impact demandée par la mission régionale de l'autorité environnementale, elle porte sur un certain nombre d'aspects que doit rendre le groupement Société d'aménagement de la Savoie Bouygues Immobilier, mais on ne peut pas présager du résultat des recommandations qui sont des recommandations obligatoires à mettre en œuvre qui vont avoir lieu à terme. Donc aujourd'hui, l'objectif du groupement, c'est bien de convaincre cette autorité que le projet tel qu'il existe à l'heure actuelle est parfaitement compatible aux enjeux environnementaux du territoire. Ils recevront la réponse d'ici 1 an. En attendant, les bâtiments qui sont partiellement occupés seront évacués fin mars pour procéder au désamiantage. Donc il y a une première tranche de travaux qui concerne la partie sud qui a été faite l'année dernière pendant la période du confinement. Et une deuxième tranche, la plus importante, pour tout le reste du bâtiment, qui va démarrer au printemps. Ce projet, porté à bout de bras par la mairie d'Aix-les-Bains, a une allure de parcours d'obstacles. Il continue à le soutenir et à l'accompagner jusqu'au bout. Ça met un petit peu plus de retard sur ce projet, mais c'est un projet colossal. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. Et c'est ce qu'on nous rappelle aujourd'hui notamment par cette décision-là. Dans un communiqué publié en octobre 2020, la préfecture et l'agence de l'environnement indiquent que le projet est susceptible de conduire à une aggravation de la pollution sonore et atmosphérique dans la ville. Ils considèrent également que le risque d'exposition au radon n'est pas écarté et pourrait mettre en péril la santé des habitants. Ces éléments n'ont rien de définitif. Contactée, l'organisation affirme qu'une étude est bien en cours sur le sujet. Et on part sur un autre chantier à Annecy. La ville serre la vis autour des projets de construction sur la commune. Il s'agit de l'un des objectifs affichés par la nouvelle municipalité, reprendre les rênes de l'urbanisation afin de pouvoir proposer à terme une offre de logements diversifiée, à savoir une répartition égale entre les logements aidés, ceux en accession sociale ou libre. Le plan Bien construire à Annecy a été présenté ce jeudi. Désormais, avant tout permis de construire, il y aura concertation autour d'un cahier des charges bien précis. On écoute Nora Sego-Labidi, la maire adjointe d'Annecy, en charge de l'urbanisme, au micro d'Emmanuel Jaude. Il y a une tension forte. Autrement, c'est construire des logements abordables. Je crois que l'enjeu, il est là. Il est vraiment se dire que notre ville, elle est donc inaccessible en termes de cherté. Des logements aujourd'hui avec un foncier qui est en surchauffe. Je crois qu'il faut aujourd'hui se dire autrement, c'est peser sur la question foncière. Je crois que c'est le nerf de la guerre. La stratégie foncière aujourd'hui n'a pas été suffisamment mobilisée pour pouvoir mener aussi des opérations dans des opérations aménagées. Je ne parle pas en jargon urbanistique, mais de zones d'aménagement concertées, de PUP, de projets urbains partenariaux, qui permettent à une collectivité de maîtriser tout en étant partenaire et de pouvoir ensuite décrire un programme de logement. Je n'oublie pas les logements étudiants, je n'oublie pas justement aussi la question des beaux cours, des saisonniers qui veulent aujourd'hui venir travailler dans notre territoire et qui manquent. Ça aussi, nous en manquons. Écoutez, moi ce que je ne veux plus, c'est des logements monorientés. Que ça soit monorienté, c'est-à-dire que en fait, vous êtes tout le temps, vous n'avez jamais la lumière du jour, enfin le soleil. On a besoin aussi de faire en sorte que dans des petits T2, on n'ait pas les sanitaires dans la chambre qui ne permettent pas ce lien social, qui ne permettent pas de pouvoir recevoir. Donc il y a aussi cette qualité intérieure, la question des vélos
qui sont aussi aujourd'hui dans des parkings souterrains à -1. Je pense qu'actuellement, on ne peut pas, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas se résoudre à se dire qu'on peut construire comme hier. C'est plus possible. Et je sais que la promotion immobilière le sait. Partons désormais en station où les projets immobiliers sont aussi de taille. La crise sanitaire a également impacté ce marché. En effet, sans les portefeuilles étrangers, la vente des biens dans les villages d'altitude s'est considérablement transformée ces derniers mois. On fait le point avec le reportage d'Emmanuel Jaude. Si les charmes d'un chalet en station suscitent toujours autant d'envie, la vente de ces biens, emblématiques de nos montagnes, n'a aujourd'hui plus le vent en poupe. Pour les professionnels de l'immobilier, comme dans beaucoup d'autres corps de métier, l'hiver reste synonyme de baisse d'activité. Le chiffre d'affaires, il sera divisé par 4 ou 5, ça c'est clair. Et au niveau transactions, aujourd'hui on a quelques affaires qui sont en cours, mais on n'est pas sur le même niveau d'activité, puisque nous on fonctionne quand il y a beaucoup de monde dans la station. Les gens viennent en vacances, profitent des vacances, se font plaisir, se régalent, et finalement se disent peut-être on va investir. Et aujourd'hui on a un peu, mais on n'a quand même pas tout ça, c'est pas la même chose. La difficulté c'est de reconstituer des portefeuilles de vente, parce qu'on arrive à faire quand même des ventes, mais derrière c'est pas le moment, voilà. Il y a des gens qui ne sont pas pressés de vendre, donc ils attendent, ou moins pressés d'acheter, moins pressés de mettre à la vente, donc c'est un peu plus compliqué. Une évolution du marché à l'image de l'évolution des clients, intimement liée à l'absence des touristes étrangers et de leur pouvoir d'achat. La résidence secondaire n'a pas pour l'instant souffert des confinements et du Covid. Au contraire, on a plutôt une hausse au niveau des ventes. Par contre, on a changé de clientèle, je dirais, au niveau du panier moyen, on va dire, de l'enveloppe moyenne des gens pour acquérir un bien. On était sur des gros budgets en 2019. On avait beaucoup d'étrangers qui achetaient des biens au-dessus du million. Et c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Et du coup, on vend beaucoup plus de biens dans des enveloppes de 200 à 300 000 euros. Et un marché totalement franco-français depuis mars l'année dernière. Pour autant, cette année, avec les périodes de confinement, jamais autant de résidences secondaires n'auront été occupées. Une tendance qui, s'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, règle cette année le problème de nombreux lits froids en station. Dernier épisode de notre série de la semaine, toujours consacré à la station des Saisies en Savoie et à ses habitants. Sébastien Germain est allé à la rencontre de Simon Valente, un moniteur de ski de l'ESF. Il a retrouvé les joies de l'enseignement auprès de ses élèves. On le fait tous ensemble là, la première fois, et après on le fera chacun son tour quand on remontera. T'es prêt Tom? Allez, c'est parti. Simon Valente est un homme heureux. Après des mois de frustration et d'inquiétude, ce charpentier de métier a pu reprendre sa deuxième activité de moniteur de ski aux Saisies. C'est donc avec une joie non dissimulée qu'il a retrouvé ses copains, comme il aime à les appeler. Hop, on regarde loin devant, on appuie sur la jambe du bas. On en a vu quelques-uns un petit peu pendant les vacances de Noël, ça a déjà démarré un petit peu. Après le mois de janvier, c'était calme, du coup on a recoupé un peu l'activité. Voilà, là c'est reparti pour les 4 semaines de février. Et c'est bien. Et on est limité sur ce petit tapis quand même pour l'instant sur une partie débutante. Mais bon, ça fait toujours plaisir de pouvoir glisser, les conditions sont excellentes. On a le soleil, il fait beau, il fait chaud. D'ordinaire, le nombre de moniteurs de l'ESF peut monter jusqu'à 130 aux Saisies pour les vacances de février. Cette année, ils ne sont que 80 tout au plus. Et comme ses collègues moniteurs, Simon Valente, qui fête cette année sa 12e saison, a dû prendre son mal en patience. On ne savait pas trop ce qu'il fallait faire, si on décidait quand même de venir là enseigner. Après, on a essayé ceux qui pouvaient trouver une autre activité aussi. Pour ma part, du coup, je suis retourné chez mon employeur au mois de janvier parce qu'ici, il n'y avait pas de boulot. Donc voilà, c'est pas évident. Chaque cas est différent, je pense. En attendant des jours meilleurs, le moniteur originaire de Villars-sur-Deron profite pleinement de la chance qui lui est donnée de pouvoir exercer son métier au contact des plus jeunes. On prend ça vraiment comme un jeu. Voilà, l'adulte attendra peut-être plus quelques points techniques, tout ça, alors que côté enfant, voilà, on est vraiment là pour s'amuser et vraiment donner du plaisir. Il faut qu'il se fasse plaisir à glisser. Et puis voilà. C'est Constantin la souris. C'est qui Constantin? C'est le petit en bleu là. Allez. Ah, elle est partie loin là, elle est partie vite la souris. Hein. Les pulls rouges sont de retour sur les fronts de neige et c'est tout sauf anecdotique. Simon Valente, lui, attend avec impatience des nouveaux piou-piou.
Retrouvons de notre côté les joies de la culture et plus précisément du cinéma engagé à Genève. Le Festival du film international sur les droits humains se précise. Ce mardi, le collectif a présenté son programme qui se tiendra du 5 au 14 mars prochain. Pour en parler ce soir, je reçois la responsable des partenariats du festival. Bonsoir Laura Longobardi. Bonsoir à vous et merci de l'invitation. Merci. Alors, cette 19e édition devra encore se faire dans un contexte pandémique. Vous proposez des contenus inédits, comme des films en streaming, des podcasts et des lives. C'est totalement en ligne cette année. Oui, pas tout à fait qu'en ligne. Nous, depuis quelques années, on a quand même la démarche d'aller vers nos publics. Donc, évidemment, on a toujours eu les lieux centraux du festival, mais on a toujours voulu aller vers les publics qui ne pouvaient pas forcément se déplacer dans le cadre du festival, dans les lieux centraux. Et donc, cette année, ça ne sera pas différent dans l'esprit, en tout cas dans la démarche. Donc, évidemment, le festival va se dérouler principalement en ligne. Donc, nous sommes principalement un festival de cinéma. Nous avons sélectionné 31 films. 29 duquel seront visibles en VOD, malheureusement pas en France, mais vous savez, la question des droits cinématographiques, c'est un peu compliqué. Donc, ça sera disponible en VOD en Suisse. Mais par contre, nous avons pensé à produire et à proposer des contenus inédits, notamment des podcasts, des bonus audio et d'autres contenus qui vont être disponibles sur nos plateformes, notamment pour aller plus loin, pour savoir un peu plus de la démarche proactive des cinéastes et aussi pour aller plus loin dans les thématiques qu'on aborde avec les différents films. Vous offrez aussi des billets pour le festival à des publics isolés ou en grande précarité. C'est important d'inclure au maximum de public. Pourquoi ? Absolument. Et ça, comme je le disais, c'est une démarche qu'on a depuis des années. On va vers les publics qui n'ont pas forcément la capacité physique, financière ou autre de venir au festival. Et donc, on a développé des actions culturelles depuis plusieurs années. Et cette année, ça ne va pas être différent dans le sens où on va proposer à 4500 bénéficiaires du colis de cœur des billets gratuits pour voir des films à la maison. Le personnel soignant et les personnes hospitalisées des HUG à Genève pourront aussi bénéficier des accès gratuits. Et comme on le fait depuis des années désormais, on va dans les communes de Genève, donc toute la région genevoise que normalement nous, on remplit avec nos séances. Cette année, on va proposer également des billets gratuits, d'accès gratuit pour les habitants de la commune. Et pour remplacer un peu ce qu'on ne peut pas faire, c'est-à-dire les débats lors de ces projections, on va proposer un micro-trottoir sur différentes thématiques pour justement écouter la parole des habitants de ces communes et les faire exprimer autour des thématiques du festival. Alors justement, ces publics vont aussi participer au débat après le visionnage des films. Vous avez aussi la mission de continuer à aiguiser le sens critique de ces adultes. Ouais, les âmes du festival ne changent pas seulement parce que la forme est obligée de changer en fonction des mesures pour contenir la pandémie. Donc l'esprit et la philosophie restent la même. Nous avons toujours eu l'âme du film et du débat et ça ne sera pas différent cette année. Chaque soir à 20h en direct, on va proposer une grande rencontre avec des invités, certains qui auront quand même la possibilité de se déplacer jusqu'à Genève, d'autres qui seront par voie numérique, mais l'esprit de justement ouvrir la porte et le débat sur les grands thèmes de l'actualité contemporaine ne va pas changer. Donc chaque soir en direct, on pourra ouvrir la fenêtre sur une des grandes questions brûlantes de l'actualité d'aujourd'hui. Et le cinéma aujourd'hui doit davantage être utilisé comme un outil pour transformer la société ? Absolument, ça a été toujours au cœur également du festival. On le fait depuis le départ. Le fait de proposer un film qui est suivi d'un débat montre que le cinéma a cette capacité d'évoquer des histoires, via des histoires, des grandes thématiques et aussi inciter à l'action.
Et on est allé encore plus loin depuis quelques années. En 2019, on a lancé le programme professionnel Impact Day, dont notamment je m'occupe, qui a comme mission de mettre en relation les cinéastes avec les activistes. Et donc de dire, finalement, les cinéastes qui travaillent sur un cinéma engagé, c'est d'une certaine façon des activistes qui ont choisi l'outil de la culture, de l'histoire et de la cinématographie, mais dont la mission finale n'est pas que, entre guillemets, de faire un beau film qui soit vu de manière la plus large possible, mais de pouvoir vraiment changer quelque chose de manière concrète. Donc, quoi de mieux de mettre cet objet film dans les mains de ceux qui font ça dans leur quotidien, parce qu'ils travaillent pour une ONG, pour une organisation internationale, et donc ils œuvrent tous les jours pour que les choses changent, que ce soit pour des droits des femmes, les droits des enfants, l'accès aux ressources, l'environnement, etc. Donc le film comme objet, comme outil de changement social, et ça c'est possible si on met en relation ces deux mondes qu'on voit tout à fait parallèles, mais qui n'ont pas forcément souvent l'occasion de se côtoyer. Donc pour vous donner un exemple, un film qui est en sélection cette année pour le festival, Shadow Games, avait participé l'année dernière à ce programme professionnel, l'Impact Day. C'est l'histoire de mineurs non accompagnés qui traversent la route des Balkans. Donc, on sait que c'est une des plus difficiles, plus dangereuses pour arriver en Europe. Et donc, toutes ces attentes, les dangers, les violences policières, l'intolérance croissante de ces populations, à travers l'histoire des jeunes qui ont les mêmes espoirs et envies de tous les jeunes qu'on côtoie tous les jours dans nos rues. Et finalement, l'année dernière, l'équipe du film, entre autres, avait pu rencontrer l'organisation FIACAT, qui est active en Suisse, mais dans l'Europe entière. Et ensemble, on a développé un projet d'une série de projections, justement, dans les régions de la route des Balkans, afin de toucher des populations qui habitent ces régions et qu'on sait que de plus en plus sont hostiles et intolérantes à ce phénomène qui se passe. Donc, pour essayer vraiment d'aller toucher là où les choses sont plus difficiles. Et une dernière petite question. Vous fêtez également les 50 ans du droit de vote des femmes à Genève. C'est une nouvelle occasion d'aborder la place des femmes dans la société ? Bien sûr, c'est toujours une bonne occasion pour toucher cette thématique. Nous, on le fait chaque année d'une façon ou d'une autre. Déjà, depuis des années, on a 50% des films qui sont réalisés ou co-réalisés par des femmes, 50% des intervenants sur les débats qui sont des femmes. Donc, c'est une question et comme thématique et comme démarche qui est vraiment au cœur du festival. On va toucher les 50 ans de l'accès au vote des femmes en Suisse avec un film en particulier, qui est un film qui date de quelques années, mais qu'on va reproposer pour cette occasion, de la cuisine au Parlement. Et après, la thématique des femmes sera vraiment transversale sur plein de débats et de thématiques, mais j'aimerais juste en toucher un mot sur une des initiatives. C'est ce qu'on va lancer cette année, c'est une longue traversée, c'est une thématique sur laquelle on va travailler un peu tout au long de l'année, sur un thème différent chaque année. Et cette année, ça sera les femmes à la conquête de l'espace public. Donc l'espace public comme non seulement lieu de revendication féministe, mais aussi vraiment l'objet à conquérir pour être à l'aise, libre de remplir cet espace. Et donc voilà, cette année, on va commencer avec la graffeuse sénégalaise Zainix, qui va arriver à Genève exceptionnellement, malgré toutes les restrictions, avec deux collègues, deux graffeuses genevoises, Amical et Nadia Seika, vont produire une fresque gigantesque sur un mur vers l'hôpital de Genève, qui va rester donc dans la ville de Genève comme emblème de cette conquête de l'espace public, espace féminin. Eh bien, merci Laura Longobardi d'avoir été avec nous ce soir. Et vous pourrez retrouver cette programmation en ligne à partir du 5 mars prochain. Attention, elle n'est disponible que depuis la Suisse romande. Et avis aux gourmands et aux amateurs de cuisine, la jeune Charline Stingel, originaire de Haute-Savoie, est l'un des talents prometteurs d'une célèbre émission de cuisine diffusée actuellement sur la chaîne M6. Sélectionnée dans l'équipe du chef Philippe Etchebest, elle n'a que 18 ans. Avant de participer à ce télécrochet, elle a été invitée à prendre part à l'une des émissions de la chaîne YouTube Recettes Minutes TV que vous pouvez suivre régulièrement sur notre antenne. Lancée pendant le premier confinement, cette chaîne propose des recettes simples à réaliser chez soi. Victoria Lopez a contacté Cyril Davier, le chef amateur de l'émission. Il nous explique sa collaboration avec Charline. On l'écoute.
Charline, pourquoi? Parce que en fait, tout simplement, elle est au Savoyard. Moi, je suis Savoyard, je suis de Chambéry. Elle vient de Chamonix. Et tout de suite, quand j'ai su qu'elle participait à l'émission, je me suis rapproché inconsciemment de son profil. Je me voyais en elle, en fait, compétitive, jeune, battante. Ça me rappelait un petit peu mes années à la sortie de l'école où j'avais vraiment envie de tout casser. Et du fait qu'elle soit d'ici et qu'elle participe à ce projet, je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose avec elle. On a travaillé une recette de ravioli, donc c'est vraiment une recette qui est propre à elle, que j'avais vue sur ses réseaux sociaux, qui m'avait plu. Je lui ai demandé si elle était capable de réaliser ça donc, pour mon émission. Elle m'a dit oui, sans problème. Elle a vraiment répondu présente, elle a joué le jeu. Donc on a fait une recette de ravioles de volaille, qui est cuite un peu comme une gyoza. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une raviole japonaise. Donc un peu dans cet esprit-là. Servi avec une sauce aux saveurs thaï, donc avec de la citronnelle, du gingembre, voilà, plein de bonnes choses comme ça. Je me reconnais vraiment dans toutes ces valeurs, que ce soit elle et sa dynamique, et puis Philippe Etchebest, voilà, un chef qu'on présente plus, et c'est vrai que j'irai pas jusqu'à dire que c'est un idole pour moi, mais en tout cas, c'est une personne dont je m'inspire et que j'adore regarder les émissions et toutes ses recettes sur Internet. Et la vidéo est en ligne dès ce soir sur la chaîne YouTube de Recettes Minutes TV et bientôt sur notre antenne. Une toute dernière info avant de se quitter. Le préfet de Savoie fait une piqûre de rappel concernant la fréquentation des restaurants et des bars. Interdiction de consommer sur place, à l'intérieur comme en terrasse. Seule la vente à emporter est autorisée entre 6h et 18h. Exception cependant pour les stations pendant les vacances scolaires où les clients peuvent consommer debout en terrasse. Et puis la vaccination pour les personnes de plus de 55 ans sera autorisée à partir du mois d'avril. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme et un nouvel épisode de votre magazine Panorama. Cette semaine, Sébastien Germain nous emmène aux Haillons Margeria, dans les Bauges. Rencontre avec un musher qui propose des initiations à la glisse avec des chiens de traîneau. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain dès 18h pour un nouveau journal. Prenez soin de vous.